Mesdames, Messieurs, nous voici de retour sur ce plateau pour parler des enjeux et défis liés au télétravail en Afrique. Alors, Monsieur Lawson Hetili, quelles sont les conditions du succès du télétravail en Afrique? Les conditions de succès du télétravail en Afrique passent par déjà l'aménagement de l'environnement où on veut exercer ce télétravail. C'est-à-dire que au niveau des domiciles ou bien des lieux où on veut pouvoir produire à distance, c'est faire en sorte que on soit isolé du bruit extérieur, qu'on n'ait pas des perturbations, quelqu'un qui te permet de te disperser. Parce que lorsque tu veux faire un travail et réussir ça d'un seul coup, il faut être concentré sur le sujet. Sinon, vous allez rendre un travail avec beaucoup d'erreurs. Et autre chose, il faut aussi nécessairement que vous soyez équipé. Ça, c'est le mot, équipé. C'est-à-dire que nous devons, je sais que c'était une... Quels sont les équipements indispensables? Il faut avoir au minimum un laptop. Je sais qu'il y a des projets à l'université où tous les étudiants ont un ordinateur. Mais je ne pense pas que c'est... Bon, ça c'est un peu limitatif de mon point de vue personnel. Je pense qu'il faut parler d'un citoyen, un ordinateur, pas un étudiant, un ordinateur. C'est un citoyen, un ordinateur. Si on veut vraiment aller vers la compétition qui va être bientôt rude et avec la 5G qui est bientôt à nos portes, etc., il va falloir qu'on soit vraiment mieux équipé. Ensuite, si vous avez l'ordinateur, il faut qu'on arrive à avoir un système de connexion sans avoir forcément être à côté d'un Wi-Fi ou bien une zone de connectivité, etc. Mais ailleurs, j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça dans plusieurs villes. L'Internet, vous l'avez partout où vous allez. En même temps, quand vous avez un réseau téléphonique tel que les sociétés Move et Plutocom, en même temps, vous avez, par les mêmes moyens qui vous apportent le faisceau et consort, vous avez aussi la connectivité. Donc, il y a deux aspects. C'est-à-dire que, au lieu que vous soyez dans les forfaits, vous vous connectez partout, dans la rue, n'importe où. Ça existe dans plusieurs villes où vous payez à la consommation. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas forcément d'avoir un forfait pour pouvoir être connecté. Donc, vous l'avez systématiquement. Dans toute la ville, partout où vous allez. Comme dans les aéroports, on vous dit que c'est gratuit. Vous arrivez, vous faites les logins nécessaires et puis bon, vous avez votre connectivité. Ça, c'est important. Maintenant, autre chose maintenant, il faut que vous ayez un minimum de compétences en termes de logiciel. Parce que le télétravail veut dire que votre supérieur, bien vos collaborateurs, vous regardez la même chose, le même document, le même sujet. C'est comme si vous étiez en réunion. Ça veut dire que vous travaillez, mais à côté, l'autre, il est loin, mais il regarde en même temps ce que vous faites sur votre écran. Et en même temps, il faut qu'il y ait des outils d'évaluation pour qu'on sache si c'est profitable ou pas. Parce que ça ne sert à rien de dire que je suis en télétravail et qu'à la fin de la journée, on a plein de rapports à faire qui n'ont pas été édités et qu'on est obligé de faire recourir à quelqu'un d'autre pour corriger ce que vous avez fait. C'est comme si vous avez rendu un travail à moitié exécuté. Donc, c'est très important. Bon, c'est donc, il faut une formation au préalable pour aller au télétravail en Afrique subsaharienne? Pour ma part, oui. Parce que... Bon, je vous donne un cas. Hier, on était avec Google Meet. Moi, j'utilise beaucoup plus Zoom, comment ça s'appelle encore l'autre application, Microsoft Teams. Mais nos collègues de Airbus ont préféré Google Meet. Bon, moi, c'est la première fois que j'ai utilisé ça hier. Mais... c'est pas aussi compliqué, mais bon, seulement lorsque tu veux partager un fichier console, il faut chercher longtemps et ça te fait perdre du temps. Bon, maintenant, sur Google, on peut faire, il y a un SharePoint où vous pouvez travailler à distance, corriger l'autre, et puis vous n'avez pas besoin de vous parler. Mais par contre, ce que vous tapez, l'autre aussi le voit en même temps. Vous avez le même écran, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et il y a plusieurs outils. Bon, on dit que chez vous, il ne faut pas faire la publicité des autres, mais bon, il y a plusieurs outils qui permettent. Si vous n'êtes pas habitué à ces outils, ça va être difficile que vous soyez très productif. Je peux vous assurer que la dernière fois, on a fait un travail à distance, lorsqu'il fallait partager mon écran, c'était pas moi. C'était pas moi qui étais l'initiateur de la réunion. Donc, c'était difficile pour moi de partager. Donc, il faut que celui qui a initié la réunion m'autorise à partager mon écran.
Ouais. Donc, ce qui veut dire que je suis obligé de lui écrire, mais il ne voyait pas ce que j'écrivais, puisqu'on était nombreux. Donc, je lui ai dit, bon, est-ce que tu peux m'autoriser à montrer ce que je suis en train de vous montrer? Et il dit qu'il ne voit rien. Il dit, mais c'est normal parce que je n'ai pas la main. Donc, il y a un petit travail à faire. C'est pourquoi le développement des IT, j'insiste là-dessus, c'est l'avenir. S'il y a des gens qui veulent demain être sûrs qu'ils trouveront du boulot, il faut faire les nouvelles technologies de l'information. Ça, c'est très important parce que ça va prendre de l'ampleur de plus en plus. Et j'en suis certain. La limite énergétique en Afrique ne pose pas de défi? Non, moi, je ne crois pas trop. Parce que, vous savez, aujourd'hui, vous avez dans le développement des applications, on vous demande si vous voulez seulement lire ce que vous faites là sur un ordinateur ou bien sur une tablette ou bien sur votre téléphone. Si vous choisissez les trois, tous les formats et les normes d'adaptation à votre écran sont automatiques. Ce qui veut dire quoi? Même si vous êtes dans un village et que vous avez la connectivité et que vous avez votre téléphone en main, vous pouvez travailler sur ce document-là. Et plus souvent, les gens ne savent pas qu'on n'a pas besoin forcément d'aller dans Word pour taper un test. On peut le taper sur ton écran et puis l'envoyer et puis ça se transforme après en plusieurs fichiers que vous voulez. Donc moi, je pense que c'est une question de... les normes sont là pour nous aider et les normes permettent tout le temps de modifier un certain nombre de choses. Juste un clin d'œil, on vient d'adopter la nouvelle norme sur l'IBAN, le code international des comptes bancaires. Le Togo vient de l'adopter il y a quelques semaines. Ça existe déjà, hein, mais on a amélioré. Ça veut dire que bientôt, vous allez voir qu'on va vous dire on change l'échiquier, on change ceci. Mais il ne sait pas que c'est des normes. C'est très important que vous pensiez à ça tout le temps. Au Bénin, au Cameroun ou encore au Gabon, des universitaires recommandent de légiférer sur le télétravail. Quels peuvent être, selon vous, les contours de l'encadrement juridique du télétravail? Alors, c'est normal qu'on légifère un peu là-dessus parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont profité de la pandémie pour se débarrasser de leurs employés. Se débarrasser vraiment? Oui, bon, parce que quand tu ne produisais pas avant et que on a donné l'opportunité à tout le monde d'arrêter, de rester à la maison, etc., ils n'ont plus rappelé ceux qui ne travaillaient pas. Bon, c'est un licenciement plus ou moins déguisé, mais avec comme argument la pandémie. Mais ce qui serait bon, c'est que le législateur puisse se pencher sur la question. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui réclament qu'on légifère, c'est des gens qui ont quelque chose quand même à se reprocher. Normalement, si vous produisez bien, aucun employeur ne se débarrasse de son employé de gaieté de cœur. C'est beaucoup plus des problèmes de production. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut que les gens comprennent que quand vous ne faites pas 6 heures dans la journée pour produire pour la boîte, vous êtes en train de saboter en interne la boîte qui vous paye à la fin du mois. Donc, quand on demande de légiférer, parce que le code du travail n'a pas été fait dans l'environnement sur l'instruction de l'OIT, BIT, dans le cadre de télétravail. Le code du travail, c'est quand tu viens sur place, il y a un règlement intérieur, etc. Mais quand tu es à la maison, autorisé par ton employeur, excusez-moi, mais les conditions changent. C'est pourquoi il faut nécessairement qu'il y ait une discussion avec les syndicats, les partenaires sociaux, pour qu'on puisse encadrer éventuellement les abus. Parce que justement, c'est pour encadrer les abus. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont en télétravail, mais ils ne produisent rien, ils ne sortent rien. Et tu leur poses la question, ils disent que je suis là-dessus. Et il est là-dessus jusqu'à quand? On ne sait pas. Mais actuellement, on développe les outils pour savoir combien de temps tu as tapé sur ton écran et ton clavier. Mais vous parlez juste des employés et des employeurs qui eux, abusent également. Non, je ne pense pas qu'un employeur peut abuser du télétravail. Ils l'ont fait avec le coronavirus, ils se sont débarrassés de. Non, c'est pas des abus. En fait, moi, souvent, quand je suis avec les gens du ministère du Travail, etc., il y a des choses que je leur apporte souvent comme information. Bon, ils trouvent ça que personne n'en parle. Ils disent, mais c'est normal. Il y a des gens qui sont physiquement dans une boîte, mais qui ne produisent pas. On peut en citer autant qu'on veut. Il y a des gens qui cherchent, ils cherchent pas du travail, ils cherchent un emploi. C'est-à-dire que quand je viens le matin, je rentre le soir et je suis parti travailler. C'est pas ça le travail. Je suis désolé, en tant qu'employeur, je le dis et je le répète tout le temps. Quand tu rentres le matin, tu dois pouvoir produire assez pour que la boîte dise que j'ai avancé. Mais quand les problèmes sont toujours là pendant des semaines et que tu es venu quand même, on se dit que mais qu'est-ce qu'il fait? Je vous donne un cas très simple. Un compatriote est parti aux États-Unis. Je le connais.
Et il est venu me parler de son problème. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué qu'il faisait des heures supplémentaires. Il vient au boulot à 8h et il rentre vers 17h30, 18h. Mais on l'a appelé une fois pour dire que, mais est-ce qu'il a un problème? Il dit non. Bon, il a continué à faire et il voulait plaire. Vous voyez, il y a des gens qui restent dans le bureau longtemps en disant que je veux plaire à mon employeur. Mais en réalité, il ne sait pas que dans le cadre du travail, on a codifié que tu es venu pour telle heure, à telle heure, et tu pars. Après, tu n'es pas censé dépasser ces heures-là. Donc, c'est ça le code du travail. Maintenant, quand tu restes tout seul dans un bureau et que tu allumes la climatisation, tu fais consommer l'électricité et tu fais ceci, mais tu es en train de charger pour la boîte. Mais quand on vient réévaluer, qu'est-ce que tu as fait après ces heures-là? On ne voit rien du tout. Mais c'est inquiétant pour la boîte. C'est pourquoi on l'a licencié. Il ne comprend pas. Il croyait que faire beaucoup d'heures supplémentaires, l'employeur serait content. On a dit non. Vous êtes là pour 8 heures de travail. Point barre. On a l'impression que c'est le contraire qui se passe en Afrique. Hein. Les employeurs exigent que vous fassissiez des heures sup sans vous rémunérer. Quand on exige, vous devez demander ça par écrit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Quand tu es un cadre dans une boîte et vous savez qu'il y a des endroits où vous êtes limité en termes de temps, ben, vous pouvez faire un peu plus. C'est pourquoi les cadres sont mieux rémunérés que les autres employés. Donc, les cadres, ils ont la responsabilité de faire comme si la boîte leur appartient. Ce n'est pas le cas des employés. Les employés, quand ils arrivent, ils prennent leur clic et quand ils s'en vont. Mais ce qu'on leur demande pendant que vous êtes là officiellement, il faut que vous travaillez. Ça, c'est très important. Deuxième chose, nous avons des situations où, aujourd'hui, le télétravail a permis à certaines personnes d'être beaucoup plus efficaces. Parce que, vous voyez, en termes de productivité, lorsque vous avez un collègue qui vient vous demander une information, un collègue qui vient vous dire que est-ce que tu peux m'aider à faire ceci, etc. En ce moment, tu ne travailles plus. Tu es en train de faire son travail à sa place. Donc, du coup, lorsque les gens sont individuellement chez eux, on voit tout de suite qui est rentable, qui n'est pas rentable. Et c'est là où les employeurs profitent des fois pour prendre des décisions. Parce que c'est malheureux, mais il faut que les gens sachent qu'il y a des millions et des millions de gens qui cherchent du boulot. Quand vous en avez, vous devez prendre soin de ça. Et nous, au niveau des normes, on insiste là-dessus. La norme sociale veut que vous produisez pour la boîte qui vous paye à la fin du mois et non que vous faites semblant de dire que je suis là, donc il va me payer quelque chose l'association, mais je vais voir l'inspecteur du travail. L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés sur le lieu du travail. Qu'en est-il quand le télétravail s'impose? Alors, normalement, si vous êtes en train de travailler et que vous êtes à la maison et quelque chose vous arrive, c'est considéré comme un accident de travail puisque c'est d'une façon consensuelle et autorisée qu'on vous a dit de rester à la maison chez vous pour travailler. Donc, s'il y a eu une blessure quelconque pendant que vous étiez là, ce qu'il faut éviter, c'est que vous ayez l'accident en dehors de votre lieu de résidence, puisque dans votre dossier, on sait où vous habitez. Donc, s'il y a un constat, il faut qu'on s'assure que le constat ait eu lieu dans le lieu où vous êtes en train de travailler. Donc, vous avez toujours la couverture sociale qui vous couvre au cas où vous avez un problème, maladie professionnelle, etc. Ce qu'on essaie de dire aujourd'hui, c'est que si vous voyez les problèmes liés au rayonnement, c'est quand vous êtes devant l'écran en permanence, etc., ça affecte un peu les yeux, etc., etc. Bon, il y a des dispositions qui sont prévues aujourd'hui pour permettre à l'employeur de supporter une partie de vos lunettes éventuellement, etc., puisque ça fait partie de la contribution de l'employeur pour permettre de mieux rendre le service qu'il attend de vous. Moi, je pense que la responsabilité sociale et sociétale est toujours du ressort des employeurs et je ne pense pas qu'un employeur, avec tout ce qu'on peut penser, veut bien fuir cette responsabilité. Je ne crois pas trop. Parce que quand quelqu'un est en bonne santé, il produit mieux et très bien. Et ça vous permet d'aller de l'avant. Pour finir rapidement, l'Afrique a une population de 60% de jeunes dont la moitié est au chômage. Comment est-ce que le continent peut, grâce au télétravail, renverser la tendance? C'est pas compliqué. Il faut développer une stratégie de niveau intermédiaire. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de licences master docteurs plein, mais qui sont à la maison, mais qui ne font rien. Au Sénégal même, il y a un programme où on est en train de convertir des docteurs en ingénieurs. J'ai demandé au professeur comment ils vont les appeler.
Il dit que ils seront des ingénieurs comme tout le monde, mais s'ils veulent pas utiliser le terme de docteur, mais bon. Mais on a vu qu'aujourd'hui, c'est l'outil de production qui manque en Afrique. La transformation de nos matières premières va créer de formidables opportunités. Mais pour cela, il va falloir qu'on change de paradigme. Au lieu de former des docteurs en sociologie, de former des docteurs en lettres, je ne sais pas quoi, on a besoin beaucoup plus de convertir ces gens-là dans le secteur productif qui sont techniques. Moi, on n'a pas besoin de sociologues. Non, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, on en a beaucoup formé. Aujourd'hui, vous voyez partout, tout le monde est sociologue. Mais c'est que dans nos pays francophones, on s'est rendu compte que les problèmes qu'on a font qu'on a plus en plus de sociologues pour régler les problèmes, puisque les gens ont trop de problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est d'abord des choix très volontaires de transformer notre société. À quoi? C'est qu'on ait dans chaque préfecture, dans chaque région, des outils de transformation de nos produits locaux. Je vous assure que c'est comme ça que les autres ont changé. Comme cela se fait au Ghana, où chaque district partout. A son industrie. Moi, hier, j'avais quelqu'un qui a fait anglais. Il a eu sa licence en anglais. Je l'ai eu en entretien, j'ai discuté avec lui et je disais que, bon, il a vu les techniciens travailler. Est-ce que concrètement, ça l'intéresserait qu'on lui fasse une conversion? Il dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce que tu vois les autres faire? Il dit, non, quand je les vois faire de la météorologie et qu'on sort, c'est une science que j'aurais bien voulu comprendre, mais pourquoi tu es parti en anglais? Il dit, non, bon, comme on a dit d'aller à l'université, il a fait l'université en faisant l'anglais. Mais on n'étudie pas juste parce qu'on a dit d'aller à l'école, non, il faut étudier avec un objectif. Voilà, mais le diplôme, mais tu ne peux pas l'appliquer, tu ne sais pas quoi faire avec. Moi, je pense qu'en mettant en place des unités de transformation, vous savez, des fois dans la tête, hein, on n'a pas besoin de grosses usines. Pour transformer certains produits, c'est juste des petites unités qui ne coûtent pas vraiment cher. Mais il faut que vous faites la boucle. Il faut qu'on commence quelque part. Pas la base. Oui. C'est les produits que nous fabriquons, il faut les transformer. Et les consommer. Bon, je vous donne un cas très simple que j'ai vu au Gabon. Et au Togo, vous avez vu comment on conditionne le sac de tapioca? Les 500 et les 1000. Fécule de manioc. Oui, féculent de manioc. Vous savez, au Gabon, 500 petits grammes, ça coûte 2500. Voilà. Donc, je pense qu'on peut faire des choses, le tapioca, on consomme toujours, transformer autrement et vendre autrement et puis faire gagner de l'argent. Voilà un peu ce que je pense. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Pandoro Fossou Lawson Hetili, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur exécutif de l'Agence togolaise de la normalisation. Je vous remercie et sachez qu'on va bientôt faire une formation aussi également dans le domaine. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie, mesdames, messieurs. À très bientôt sur votre chaîne.